Alors passons à W et W. Il n'y a rien, W. Si, c'est Wittgenstein. Je sais que c'est rien pour toi, mais Ah je oui, pose non, juste un non, mot. ça, je ne vais pas parler de ça. Oui. Pour moi, c'est une catastrophe philosophique, c'est le type même d'une école. C'est une régression de toute la philosophie. Il y a une régression massive de la philosophie. C'est très triste, l'affaire Wittgenstein. Ils ont foutu un système de terreur où tout, où sous prétexte de faire, de faire quelque chose de nouveau, mais c'est la pauvreté instaurée en grandeur. Ça n'a pas il n'y a pas de mots pour décrire ce danger-là. Ouais. C'est un danger qui revient, c'est pas la première fois que c'est survenu, mais c'est grave, surtout qu'ils sont méchants, les Wittgensteiniens. Et puis ils cassent tout. S'ils l'emportent, alors là, il y aura un assassinat de la philosophie. S'ils l'emportent, c'est des assassins de la philosophie, oui. Ouais. C'est grave. Oui, oui, ça, faut une grande vigilance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e cours de philosophie générale consacré à la notion de langage. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein, qui est non seulement son œuvre majeure, celle du premier Wittgenstein dont j'ai parlé la dernière fois, et on va essayer de rendre aussi clair que possible cet immense classique de la philosophie du XXe siècle, et de la philosophie analytique plus précisément. Enfin, cette vidéo de clarification des thèses les plus importantes présentes dans le Tractatus sera aussi une vidéo qui permettra aussi de comprendre en quoi la démarche de Wittgenstein a tant agacé Deleuze, par exemple, ou peut rebuter par son caractère nécessairement limitant et limitatif. Tout d'abord, je tiens à le préciser au cas où, je l'avais rapidement dit la dernière fois, mais à titre personnel, je me demandais bien en quoi Wittgenstein était réellement pertinent philosophiquement à une époque, car je ne comprenais pas ce qui est en fait au fondement même de sa démarche, à savoir sa logique. Avant toute chose, il faut bien comprendre que Wittgenstein a eu une influence décisive en ce qui concerne le domaine même de la logique. Il a sa propre logique. On va voir en quoi ça consiste. En effet, j'avais principalement lu des extraits de son ouvrage La Certitude, ouvrage qui rend davantage accessible des thèses philosophiques présentes dans le Tractatus, mais je ne voyais pas de quel droit Wittgenstein faisait dépendre la logique du fait, puisque la grande thèse que l'on retrouve de La Certitude de Wittgenstein et qui est bien mieux développée dans le Tractatus, même si c'est plus technique forcément, c'est qu'un énoncé a un sens potentiel s'il correspond à une réalité potentielle, comme si le langage n'avait d'autre but que de porter sur des faits empiriques, et ne pouvait servir à rien d'autre qu'à décrire. C'est en ce sens, à mon avis, que Deleuze, dans ce fabuleux extrait que je vous ai fait écouter, dit que les Wittgensteiniens ont mis en place un système de terreur. Ils ont mis en place un système de contrôle qui revient à qualifier de non-sens philosophique tout énoncé qui reposerait sur des termes techniques et conceptuels s'éloignant du simple fait. De même, lorsque Deleuze dit qu'ils sont méchants et qu'ils cassent tout, il faut comprendre par là que toute tentative de poser des problèmes philosophiques est détruite par avance par les Wittgensteiniens, qui feront preuve de la plus grande intolérance, d'où l'adjectif de méchanceté, à l'égard de réflexions philosophiques abstraites reposant sur des mots qui ne renverront à rien de concret. Il faut savoir aussi que Deleuze est un philosophe qui aime la spéculation et les concepts et qu'il en est assez friand. L'idée même de possible, par ailleurs, est structurante dans sa pensée. Il utilise les mots d'une manière qui n'aurait pas de sens pour un Wittgensteinien, car il développe des concepts pour parler de ce qui peut être, de ce qui peut être anticipé, que ça soit dans le regard d'autrui, dans la logique du sens par exemple, ou même dans une œuvre d'art. En tout cas, les réflexions lapidaires de Deleuze, devenues totalement cultes et mythiques en passant à l'égard de Wittgenstein, méritent, je trouve, une grande attention et un effort d'analyse et d'explicitation que j'espère avoir déjà fourni, pour bien comprendre à quel genre de philosophie on a affaire. En fait,
Si on pénètre plus en avant dans le Tractatus, c'est sa forme logique qui procède à un ensemble de définitions toutes très rigoureuses et articulées les unes par rapport aux autres, qui le rend difficile. Mais en tout cas, si on commence à l'ouvrir, hein, si on commence à s'intéresser aux toutes premières propositions, l'ouvrage est constitué de différentes propositions, de groupes de propositions. C'est vraiment comme une démonstration logique. Cela donne ça, donc je cite, premier groupe de propositions. Le monde est tout ce qui a lieu. Le monde est la totalité des faits, non des choses. Le monde est déterminé par les faits, et par ceci qu'ils sont tous les faits, car la totalité des faits détermine ce qui a lieu. Et aussi tout ce qui n'a pas lieu. Les faits dans l'espace logique sont le monde. Le monde se décompose en faits. On va s'arrêter là parce qu'il y a déjà énormément de choses à dire rien qu'avec cette série de définitions. Hein, en fait, il dit énormément de choses en peu de mots et en peu de phrases. Donc c'est vraiment très technique et assez difficile. Comme j'ai expliqué, ce qui fait la difficulté du Tractatus, c'est qu'il faut surtout pas... Enfin, il faut bien faire attention à pas louper le sens d'une proposition, sinon on comprend plus rien. Parce que tout est articulé de manière extrêmement logique, comme je vais vous le démontrer. Donc quand Wittgenstein dit ici que le monde est la totalité des faits, et non des choses, c'est très important et essentiel pour bien comprendre Wittgenstein. C'est même un point décisif, car ici Wittgenstein définit le monde comme la totalité de ce qui se produit. Le monde n'est pas une simple idée métaphysique de la raison, comme chez Kant, ou la seule représentation que l'on a des phénomènes comme chez Schopenhauer. Il est la totalité de notre expérience possible de ce qui est. Pour Wittgenstein, un fait n'est pas une chose, car une chose n'est pas encore définie. Un monde se compose de faits. Un fait, ça se constate et on peut en dire quelque chose. Voilà pourquoi la totalité de notre expérience est composée de faits, et ces faits se produisent donc dans le monde qui en est l'ensemble. Le monde se décompose donc en faits. Tout ce qui arrive est un fait dont on peut dire quelque chose. Par opposition, on ne peut rien dire de ce qui ne se produit pas. Quand Wittgenstein parle des faits propres à l'espace logique, il commence à esquisser ici ce qui est le propre de sa logique si particulière. En fait, pour Wittgenstein, quand quelque chose se produit, il est porteur d'un sens. Qu'est-ce qui va faire qu'une chose est logique ? Le fait qu'elle possède un sens, que l'on puisse se la représenter par rapport à un contenu d'expérience possible. Pour que ça soit plus concret, je vais vous donner l'exemple que Wittgenstein donne dans son ouvrage de la certitude. Il prend l'exemple d'une proposition où une personne dirait qu'elle est allée sur la Lune, chose totalement impossible à l'époque où Wittgenstein a écrit cet ouvrage, et très peu probable à l'heure actuelle. Bon, eh bien Wittgenstein dit de cette proposition philosophique qu'elle est un non-sens, car elle ne peut pas coïncider avec un fait qui, comme je l'ai expliqué, existe dans le monde. Le tour de force et la subtilité de Wittgenstein en passant, ce n'est pas d'avoir fait coïncider le sens avec l'expérience physique, mais avec l'expérience physique possible. De fait, une proposition peut avoir un sens, a priori, si elle renvoie à un fait physiquement réalisable. Dire « je suis allé sur la Lune en 2021 », si on n'est ni un cosmonaute américain ni Tintin, eh ben cette proposition sera très certainement un non-sens. L'influence décisive sur tout le positivisme contemporain qu'a eu Wittgenstein vient du fait qu'il ait fait de la logique un critère de vérité valant a priori. Une proposition n'est plus sensée quand elle est vraie, mais elle peut potentiellement renvoyer à un élément factuel. Et à ce moment-là, eh bien elle est censée, voyez. Le sens d'une proposition, c'est le fait qu'elle renvoie à un contenu possible, tout simplement. C'est pas le fait qu'on l'estime vrai à partir d'un autre critère. Soit on peut vérifier que le contenu de la phrase correspond à quelque chose de réel, ce qui n'est pas toujours possible, soit on examine a priori si le fait qui est relaté est physiquement réalisable ou non. Si je dis que je me suis balancé de toit en collant avec ma toile, vous pourrez penser que Philoman est devenu fou et se prend pour Spider-Man.
raison pour laquelle il vous dit n'importe quoi. Bon, c'est bien beau tout ça, mais en quoi c'est logique quand c'est prouvé ou expérimentable? De quel droit? Et c'est là qu'on en vient à mon interrogation, enfin à l'interrogation que je m'étais posée quand j'étais encore étudiant. De quel droit Wittgenstein fait dépendre le terrain de la logique de celui de la science ou de la vérité, purement objective et empirique? On pourrait se dire, mais en fait, il lui confond deux domaines, il se croit malin. Bon, voilà. Eh bien, on le comprend en partie à partir de l'extrait que j'ai cité précédemment, et surtout si on met en lien cet extrait avec sa théorie, qui est celle du symbolisme logique, reposant sur ce que l'on nomme un atomisme des faits. En effet, dans le groupe de propositions qui suit, donc le deuxième groupe qui vient après l'extrait que j'ai cité, Wittgenstein considère les objets comme ce que l'on peut exprimer dans le langage et les objets comme ce qu'il y a de plus substantiel au sein même du monde. Encore une fois, c'est de la pure logique. Si le monde, c'est la totalité des faits, un fait est lui-même composé d'un ensemble d'objets. Par exemple, une voiture arrive assez vite près du passage piéton. Ici, les deux objets sont la voiture et le passage piéton. Le prédu dans ma phrase va situer dans l'espace un objet par rapport à l'autre de telle sorte que vous puissiez vous le représenter. Il y a donc les propositions qui sont des phrases complexes portant sur des faits et ces faits sont eux-mêmes composés d'objets. Il y a les faits simples composés de faits complexes et ces faits renvoient à des objets et à des relations qui les unissent. Des éléments singuliers qui sont pris comme objets dans notre discours, dans le langage. Bon, ça a l'air technique, mais en fait c'est vraiment pas compliqué ce qu'il veut dire dans le fond. En fait, le tour de force de Wittgenstein, son génie, c'est d'avoir démontré que tout ce que l'on dit, que tout ce que l'on cherche à exprimer, c'est avant tout une question de mots. La vérité aussi n'est qu'un mot d'ailleurs, et ce qui s'en rapproche le plus semble dépendre de ce que Wittgenstein nomme la forme logique. L'atomisme des faits, c'est le fait que chaque fait soit toujours simple et indécomposable, au même titre qu'un atome, qui est la partie la plus fine du réel. Une proposition peut regrouper un ensemble de faits, et ces faits nous renseignent sur ce qui est. Parler de quelque chose, c'est donc parler de faits concrets, parler de ce qui est. La forme logique chez Wittgenstein, c'est l'identité de structure entre notre langage d'un côté et le monde de l'autre. Le monde, comme je l'ai expliqué, qui est la totalité des faits, la totalité de l'expérience possible que l'on peut avoir. Et c'est justement là que le symbolisme logique entre en scène. En fait, le symbolisme logique, c'est le fait que les mots que nous employons sont des symboles de la réalité. Ils n'ont de sens et de signification que parce qu'ils renvoient à un élément constitutif de notre expérience du monde, comme ensemble des faits qui s'y produisent. Il y a donc pour Wittgenstein, et c'est le point le plus décisif et difficile à comprendre dans sa théorie je pense, une identité de structure entre notre langage et le réel. Dans la réalité, les objets qui vont constituer un fait sont positionnés dans l'espace d'une certaine manière. Eh bien, notre propre pensée qui va s'exprimer dans le langage va elle aussi avoir une structure qui va situer un objet par rapport à un autre. Par exemple, dans ma proposition précédente, quand je dis qu'une voiture s'approche assez vite près du passage piéton, je situe dans ma phrase le mot voiture qui renvoie à celle-ci en tant qu'objet constitutif de mon expérience avant le mot passage piéton. Et je les relie de façon très proche spatialement par la préposition près de. Ma phrase épouse donc la structure du fait réel que je désigne. Autre exemple, la proposition complexe, si je chauffe du métal, il se dilate. Elle est elle-même composée de deux faits simples, la chauffe du métal et sa dilatation. Cette proposition possède donc une forme logique, au sens de Wittgenstein, car elle représente dans sa constitution et dans sa structure celle de la réalité composée de deux faits qui vont correspondre à une proposition incluant ces deux éléments. Par contre, si je dis qu'il existe une idée,
avec un grand I s'il vous plaît, du beau en soi, avec un B majuscule s'il vous plaît, qui existe dans un au-delà suprasensible qui ne nous apparaît pas par les sens. Pour Wittgenstein, je dis n'importe quoi et surtout, je parle pour ne rien dire car ma proposition est une proposition métaphysique qui comporte un élément ne renvoyant à aucun élément d'expérience, celle de l'idée du beau en soi, concept platonicien qui n'est pas un fait et ne renvoie donc à rien de ce point de vue-là. Wittgenstein s'inspire ainsi de la démarche propre à Guillaume d'Occam, dont j'avais déjà dit dans ma vidéo d'intro à la philosophie qu'il avait eu une influence décisive sur tout le nominalisme, qui soutenait la thèse selon laquelle un signe dont on n'a pas besoin ou qui n'est pas utilisé n'a pas de signification. Le rasoir d'Occam nous encourage, au niveau du langage, à évacuer tout signe qui, dans le langage, ne sert à aucune expression qui soit utile. Les idées, métaphysiques pour Wittgenstein, on aura beau leur mettre des majuscules pour les rendre importantes si on veut, elles ne renvoient à rien, et les utiliser dans nos propositions, ça revient à faire un mauvais usage de la grammaire et à poser des problèmes philosophiques en apparence profonds qui, en réalité, n'ont aucun sens. Vous comprenez mieux maintenant, si vous avez écouté ma précédente vidéo sur Wittgenstein, en quoi celui-ci a prétendu résoudre la totalité des problèmes philosophiques avec son Tractatus, je pense. Si ce que l'on dit exprime un contenu, alors la structure de notre phrase est identique à celle du réel, et chaque élément de notre phrase où les éléments du réel sont agencés les uns par rapport aux autres, tout comme dans notre expérience, renvoie à la réalité. Inversement, si dans notre phrase il y a des mots qui ne renvoient à rien, qui ne tiennent lieu de faits se situant dans le monde, comme totalité de ce qui se produit, ou même peut se produire, alors notre phrase est un non-sens. Et il faut donc admettre que notre langage est nécessairement limitant et limité dans son essence, et que toute la métaphysique de façon générale peut partir à la poubelle. C'est pour cela que Wittgenstein redéfinit complètement la philosophie en passant comme étant la clarification des propositions. Le but de la philosophie devient donc ainsi la clarification des pensées. Or, l'accès par lequel nous formulons un énoncé et dissertons sur ce qu'est le vrai, le beau ou le juste, par exemple, a toujours lieu par le langage. Et le langage ne peut parvenir à tout exprimer, en particulier dès qu'il en est fait un usage illégitime, autre que représentatif. On pourrait tout de même être taquin et faire remarquer à Wittgenstein qu'il fait lui-même un usage illégitime du langage en l'utilisant pour écrire le Tractatus, puisqu'il utilise le langage non pas pour énoncer de simples faits, de façon aussi précise que possible, mais pour parler des limites du langage. Il utilise donc un langage qui prend pour objet le langage, d'où le paradoxe inhérent à la démarche de Wittgenstein. Mais qu'on se rassure, car Wittgenstein n'est pas un idiot, il a parfaitement anticipé le problème. C'est pour ça qu'il va distinguer différentes fonctions du langage dans cet ouvrage, qui est le Tractatus, et ça va nous permettre de comprendre dans quel cas un usage illégitime du langage est fait et selon quelle nécessité. Et il y a pour Wittgenstein 4 fonctions propres au langage. Je vous conseille de retenir ça par cœur si vous êtes un étudiant et que vous devez bosser sur Wittgenstein. Sinon, écoutez-moi, vous apprendrez des choses. Tout d'abord, il y a l'usage représentatif du langage. Il s'agit des propositions qui ont une forme logique, c'est-à-dire toutes nos propositions qui renvoient à quelque chose, celles où chaque mot correspond à un objet du réel, leur structure correspond ainsi au fait qu'elles représentent. Donc ça, c'est le seul usage légitime du langage, si on y réfléchit. Donc pour le dire de manière simple et concise, il s'agit d'un usage descriptif du réel, qui le représente de façon aussi adéquate que possible. Vient ensuite l'usage tautologique du langage. Pour le dire de façon simple, ce sont toutes les propositions mathématiques qui sont porteuses en elles-mêmes de leur propre signification et sont dépourvues d'un contenu de sens qui serait extérieur, dont elles dépendraient pour avoir un sens. Par exemple,
la racine carrée de 25 est égale à 5. Cet énoncé est logique, mais il n'a pas de sens si par sens on entend la correspondance aux faits. Les énoncés tautologiques étant constitués par des chiffres et des symboles ne renvoyant à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Il y a également l'usage dit non sensé du langage, donc là on est dans le troisième usage, qui engendre des pseudo-propositions, c'est ce dont on a parlé à propos de la métaphysique, donc des pseudo-propositions comportant des signes sans signification réelle. En gros, toutes les propositions métaphysiques qui ont été proférées depuis les présocratiques jusqu'à Wittgenstein. Il y a des concepts, certes, mais encore faudrait-il qu'ils renvoient à un objet concret présent dans le réel. Enfin, il y a l'usage indicatif du langage qui permet de montrer ce qui ne peut se dire. Wittgenstein distinguant dire et montrer, car il est bien conscient du fait que le langage ne peut parvenir à tout dire. Et ce qui ne se dit pas va se montrer. Montrer consistant à évoquer et à faire sentir ce qui ne peut être dit. C'est justement ce que Wittgenstein essaye d'accomplir en écrivant le Tractatus. Il essaye de montrer les limites du langage par le détour de propositions incorrectes grammaticalement, si on se contente de réduire le langage à un usage strictement représentatif et descriptif. Or, en procédant ainsi, en utilisant le langage pour montrer les limites de ce dernier, Wittgenstein reconnaît qu'il essaye en vain de dépasser les limites du langage, car, et c'est une des grandes thèses du Tractatus, le langage sert à exprimer, il est notre moyen d'expression, mais il ne peut s'exprimer lui-même, puisqu'il est ce qui sert à exprimer. Voyez ? C'est comme si on prenait un marteau, le marteau sert à enfoncer un clou, mais il va pas s'enfoncer lui-même. Voyez ? Ça c'est impossible, c'est une contradiction. C'est vraiment prise de tête à comprendre, mais ça repose sur le mouvement démonstratif de Wittgenstein présent dans le Tractatus, puisque tout ce que l'on peut dire repose sur ce qui peut être l'objet de notre pensée, et que cet objet est signifiant dès lors qu'il correspond à un élément du réel, alors le langage entraîne nécessairement en nous un sentiment de limitation qui coïncide avec les limites de notre monde. Or, toute notre pensée ne se réduit pas à ce que nous pouvons dire et à ce que nous pouvons exprimer donc du monde. Nous ne pouvons donc pas en sortir. On est pris au piège des limites du monde qui va constituer l'ensemble de tout ce que l'on va pouvoir expérimenter, de tout ce qu'on va pouvoir dire en conséquent. Nous n'avons pas de position de surplomb par rapport à notre langage pour pouvoir l'examiner de l'extérieur. Pour montrer les limites du langage, Wittgenstein est encore obligé de recourir au langage, et il en est conscient. Le sentiment que nous donne à ressentir les limites du langage, qui est lui-même un ineffable, il sert à dire, mais ne peut jamais se dire adéquatement, est ce que Wittgenstein nomme le sentiment mystique. Wittgenstein dit la chose suivante, je cite, « Le sentiment du monde, comme tout limité, est le sentiment mystique. » Fin de citation. Le langage est ce à travers quoi nous pensons et formulons nos pensées. C'est sur lui que repose la totalité des énoncés philosophiques prononcés depuis toujours, mais il a pour limite nécessaire les limites du monde qu'il prend pour objet, lorsque nous visons les faits qui s'y produisent. Il est donc à lui-même sa propre limite. Ressentir cette limite, c'est être en présence du sentiment mystique qui est celui des limites de notre monde, coïncidant donc logiquement avec celle de notre langage. Je vais vous citer les dernières propositions du Tractatus qui sont éblouissantes et qui résument assez bien cette idée. Donc, je cite, « Il y a assurément de l'indicible, il se montre, c'est le mystique. La méthode correcte en philosophie consisterait proprement en ceci, ne rien dire que ce qui se laisse dire, à savoir les propositions de la science de la nature, quelque chose qui, par conséquent, n'a rien à faire avec la philosophie. Puis, quand quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose de métaphysique, lui démontrer toujours qu'il a omis de donner dans ses propositions une signification à certains signes. Cette méthode serait insatisfaisante pour l'autre,
qui n'aurait pas le sentiment que nous lui avons enseigné de la philosophie. Mais ce serait la seule strictement correcte. Mes propositions sont des éclaircissements, en ceci que celui qui me comprend les reconnaît à la fin comme dépourvus de sens, lorsque, par leurs moyens, en passant sur elles, il les a surmontés, il doit pour ainsi dire jeter l'échelle après y être monté. Il lui faut dépasser ses propositions pour voir correctement le monde. Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. Fin de citation. Voilà. Que dire si ce n'est que nul philosophe n'était allé encore aussi loin en termes de destruction. La méchanceté que dénonce Deleuze est avant tout une méchanceté philosophique. Wittgenstein a tout cassé, dans la mesure où il a montré par le langage sa propre limitation, car il a montré qu'il reposait sur un système de signes renvoyant à des éléments concrets du réel qu'il symbolise. En l'absence d'un renvoi possible, le langage est vide de sens. Il coïncide donc avec les limites de ce dont nous pouvons faire l'expérience, et en ressentant cette limitation, nous ressentons, tout comme chez Bergson par ailleurs, ce qui peut paraître étrange, vu que personne ne rapproche ces deux auteurs habituellement, les limites du dissible. Et nous sommes ainsi en proie à un sentiment mystique. Wittgenstein n'a donc pas rendu totalement impossible la métaphysique en un sens, il l'a simplement réduite à un sentiment qui ne pourra jamais s'exprimer adéquatement par le langage. Et il a montré que c'était dans la reconnaissance de la limitation du langage que l'on pouvait la ressentir de façon mystique, comme ce qui va au-delà de ce qui peut être dit. Rien de ce que nous pouvons dire étant étranger à notre expérience du monde, comme totalité des faits constitutifs de notre vécu. La métaphore de l'échelle qu'emploie ici Wittgenstein est essentielle, car elle permet de comprendre que l'usage indicatif qu'il a fait du langage n'était pas une métaphysique, mais un moyen de montrer les limites du langage, à défaut de pouvoir les dire de façon adéquate. Il est donc préférable, pour dire ce que l'on ne peut dire, de ne plus rien dire, et donc de garder le silence à ce sujet. Wittgenstein a donc utilisé le langage en un sens indicatif, et ensuite, vu qu'il a montré quelles étaient les limites du langage, il préfère se taire, il ne recourra plus au langage, puisqu'il a bien montré qu'il y avait des choses, justement, qui allaient au-delà de ce qu'on pouvait dire. Toute notre pensée ne se réduit pas au dissible. Wittgenstein a jeté l'échelle derrière lui, car il a compris au moment même où il a écrit son Tractatus que les limites du langage étaient déjà montrées, mais les montrer restent toujours inadéquats au langage, puisqu'il sert à dire, mais ne peut se dire. Raison pour laquelle il vaut mieux faire silence sur ce qui ne peut être dit, car l'absence de parole à propos de l'indicible est encore ce qui lui correspond le mieux. Voilà, je viens de faire une synthèse des idées majeures du Tractatus, et j'ai pris la peine d'expliquer le point de départ ainsi que la fin de la démonstration de Wittgenstein. On peut trouver cette pensée très radicale et destructrice, puisque finalement, plus grand-chose ne peut être dit dans le cadre d'une telle limitation. Mais d'une part, cette limitation a du sens, et j'espère être parvenu à le montrer, pas le dire, haha. D'autre part, Wittgenstein lui-même a reconnu les limites de cette pensée au moment même où il l'a formulée, et plutôt que d'en rester au seul silence, il a écrit les recherches philosophiques dont je vous ai parlé la fois précédente, et qui marquera un tournant dans sa pensée, moins radical et moins marquant cela dit de mon point de vue. On peut se demander si par ailleurs les limites du langage s'en tiennent seulement à ce qui tient du fait empirique, constitutif de notre expérience du monde, et si ces limites ne reposent pas également sur ce qui peut, en droit, être dit ou non en société. Il ne s'agira pas la prochaine fois de revenir à ce qui a été démontré dans une vidéo précédente à propos des jeux de langage chez Wittgenstein, mais de nous interroger sur une limitation structurante de notre langage dont nous n'aurions pas même conscience à cause du cadre social dans lequel nous faisons cette expérience du monde. Y a-t-il des règles qui régissent à notre insu l'usage que nous faisons du langage avant même que nous décidions de parler ou non de ce qui peut être dit?
C'est ce que nous verrons la prochaine fois avec un auteur populaire que je n'ai plus abordé depuis un petit moment. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses, qu'elle vous aura été utile ou même agréable, soyons fous. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, et quant à moi, je vais sans plus tarder retourner au silence. À bientôt!